Ça va? Oui. Je vais essayer d'éviter de vous faire dormir un peu trop longtemps parce qu'on est déjà passé 17 heures. J'ai cru comprendre que vous avez eu droit à un repas de midi bien chargé. Donc, on va essayer de pouvoir aller directement à l'essentiel. Petite question. Qui a déjà eu l'occasion d'aller sur le dark web? Une forêt de... Oui, non, voilà. Ceux que j'ai vus hier en cours, c'est normal. Mais les autres, voilà. Vous avez fait des emplettes? Pas plus que ça, hein? Non, ça je m'en doutais. Alors, au niveau du dark web, je vais essayer de pouvoir faire quelque chose d'assez simple. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ce genre d'image, n'est-ce pas? Avec l'iceberg. Donc cette partie-là, c'est ce que vous connaissez tous. Netflix, Google, Facebook. Dans la majorité des cas, c'est les choses qu'on est capable de voir et d'interpréter assez facilement pour, je dirais, le grand public. Et il y a un terme qu'on a tendance à pouvoir mélanger, c'est Deep Web et Dark Web. Le Dark Web, si vous regardez, c'est tout en bas, le Deep Web c'est au milieu. Le Deep Web c'est tout ce qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Je parle des moteurs de recherche que vous utilisez, Bing, Google, etc. Hein? Quand vous faites une recherche, je vais acheter une paire de baskets, Google vous met les sites marchands, d'accord? Mais à la limite, le Deep Web, c'est je vais sur le site marchand et j'ai une page où je peux aller trouver mon 25% de rabais, par exemple. Ben ça fait partie des choses qui ne seront pas nécessairement indexées, mais qui sont consultables. Donc on va dire qu'en haut de l'iceberg, on est dans le très visible. Au milieu, on est dans le disponible, mais pas forcément visible. Nous, on va dans la fosse des Mariannes. On va aller tout en bas, on va aller dans la partie du dark web, c'est-à-dire la partie où monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas y aller de manière facile ou de manière aisée. C'est cette partie-là qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici une petite estimation, assez simple, de ce que vous avez trouvé. Vous avez eu un gros morceau qui est noir. Ce gros morceau noir, ça veut dire on ne sait pas. On ne sait pas forcément ce qu'il y a. Mais il y a aussi un côté très péjoratif qu'on donne au dark web, qui est justement tout ce qui va être illégal. Vente de drogue, vente d'armes, le dernier CD peut-être de Shakira, on ne sait pas. Donc des choses qu'on ne va pas forcément vouloir voir. Des choses contrefaites, des faux papiers, des faux passeports, des fausses cartes d'identité, des faux actes de naissance, etc. Le Bitcoin. Voilà, donc que vous sachiez, j'ai prélevé un bitcoin sur le portefeuille de chacun ce soir. Voilà, ça aura payé mon intervention. Globalement, ce que vous allez avoir ici, ce sont justement les différents secteurs qui vont être assez importants. Un secteur, comme vous pouvez le voir aussi, qui est assez délicat, c'est tout ce qui est le hacking. On a entendu avant, voilà, on peut être en mesure de louer les services d'un hacker. La question, c'est où? Où est-ce qu'on va? On peut aller dans le dark web. On peut aller dans le dark web, louer les services d'un hacker, d'un tueur à gages. Donc, si votre voisin d'aujourd'hui vous a embêté, vous pouvez aller là et puis le faire traiter le cas, on va dire. Okay? C'est aussi, et c'est peut-être même la chose la plus importante à retenir, le dark web a d'abord été utilisé pour être en mesure de permettre à toute une frange de population de pouvoir communiquer alors qu'on ne leur permet pas de le faire. C'est aussi une plateforme pour être en mesure de pouvoir permettre aux lanceurs d'alerte ou dans certains secteurs, dans des pays où la liberté d'expression n'est pas possible, de pouvoir justement avoir un canal pour informer le grand public, informer les autres pays. Attention, il se passe quelque chose chez nous, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est aussi une façon de pouvoir le faire. Je ne vais pas m'étendre sur les choses illégales, je préférerais plutôt vous le montrer. Il y en a certains qui vont se réveiller, je vous rassure, hein, je ne vais pas diffuser des films porno ce soir, hein, c'est pas le but. Le tueur à gage, je te laisserai après si jamais, on te donne l'adresse, il n'y a pas de souci. Alors, cocaïne, il y a quelqu'un qui en veut? De la meth? Voilà, donc vous avez des sites marchands avec non seulement le descriptif de produit, le prix, et la possibilité de pouvoir commander. Le principe est tellement bien fait qu'on va même vous donner le moyen de pouvoir vous dire où vous allez récupérer la marchandise. Il y a eu un cas de figure assez amusant où certaines marchandises étaient acheminées par paquets de chips. Et vous savez pourquoi les paquets de chips? À cause du fond d'aluminium, on n'arrivait pas forcément à déceler ce qu'il y avait dans le paquet de chips.
assez pratique. Donc voilà, ça c'est un cas de figure. J'ai entendu qu'on avait des gens de l'armée, etc. Donc les fonds de tiroir, on peut également aller les chercher dans le dark web. Pas besoin d'aller chez Ruag pour acheter des armes. Allez directement là, on peut directement tout acheter. Et pour pas cher. Alors bien entendu, même combat, oui je sais, ça dépend ce qu'on achète. Hein. Le dernier AK-47 avec la crosse gravée à ton nom, c'est clair que ça va être un peu plus cher. Mais pour la majorité, par exemple, un Glock, un Walter PPK, pas de problème, on arrive à l'avoir pour moins $1000. C'est pas mal. Et puis bon, ils font un rabais. Chose qui est assez amusante, c'est des sites marchands. Vous savez ce qu'on a eu pas longtemps? On a eu le Cyber Monday, hein, le Black Friday. Ils font des promos aussi, ils les mettent sur ces sites-là. C'est pas une blague. Donc, en plus de ça, ils font de la promo. Donc, ce genre de site, au niveau marchand, bien entendu, est des contenus totalement illégaux. On peut aussi, donc comme je l'ai dit, commander les services d'un hacker, ou encore mieux, les services d'un tueur à gages. Pas de problème. Selon la complexité, selon la difficulté de la cible, ben vous avez ici même des gammes de prix qui vous sont proposées pour les différents services de ce genre de personnes. Vous êtes un organisme extrémiste ou un organisme terroriste, vous voulez être en mesure de diffuser vos messages, vous ne pouvez pas le faire sur CNN parce que ça ferait mauvaise image, pas de problème. On va monter un site dans le dark web pour diffuser les messages. Messages textuels, audio, vidéo, ce que vous voulez. D'accord ? Et c'est tout à fait accessible. C'est ça qui est peut-être un peu délicat. On parlait avant des outils que la NSA utilisait. Bien évidemment, ces outils sont aussi disponibles et refactorisés, recustomisés selon les besoins depuis le dark web. Vous avez un concurrent commercial que vous voulez dézinguer, vous voulez être en mesure peut-être de ruiner la réputation d'une entreprise ou peut-être même d'une personne publique. Voilà, c'est tout à fait possible à travers justement les outils que vous trouverez depuis le dark web. Alors, afin de pouvoir expliquer ou d'illustrer la chose, j'aime bien utiliser des vidéos, c'est des fois plus parlant. Alors j'espère juste que le son va passer. Octobre 2011, des membres du collectif Anonymous attaquent Lolita City, un site au contenu pédopornographique. Ils le bloquent et livrent presque 1600 noms de pédophiles. Une opération pour dénoncer l'utilisation criminelle du Darknet, l'Internet invisible qui n'est pas référencé. Sur ces réseaux parallèles à Internet, on peut trouver des choses qui sont effectivement vraiment problématiques au terme de la loi. Par exemple, ça peut être des images pédophiles, ça peut être des ventes d'armes, des ventes de drogue dure, ou également des choses qui peuvent être illégales comme des services de fabrication de bombes, ou éventuellement carrément de services pour aller trouver des tueurs à gages, je ne sais trop quoi. Bruno Carentan est spécialisé dans la cybersécurité. Il nous emmène dans ce monde souterrain où on peut quasi tout acheter. Et là, par exemple, j'ai tapé pédo et je me retrouve sur un certain nombre de sites, justement, qui sont accessibles par un simple clic pour différentes choses, comme des vidéos, des informations, même des forums de discussion. Le Darknet, c'est la partie immergée du web. Pas si simple pour monsieur tout le monde d'y accéder. Il faut soit se connecter à des forums, soit par exemple télécharger le logiciel Tor. Ce système sécurise et chiffre chaque message ou requête. Sur ce réseau, vous êtes anonyme. Alors comment est-ce qu'on arrive à brouiller ces cartes? Simplement, la connexion est chiffrée, sécurisée et également transite par différents pays de façon à brouiller les pistes. Au départ, ce système a pour vocation de lutter pour la liberté d'information. Iran, Chine, les militants peuvent ainsi surfer incognito. Mais les organisations criminelles ont aussi trouvé leur intérêt dans le Darknet. Nous voici à Berne, derrière ces murs, une équipe a pour mission de protéger les institutions financières suisses de cyberattaques. Et pour Mauro Vignati, c'est dans le Darknet que tout se passe. Un exemple de site non référencé qu'on appelle Darknet, ça pourrait être par exemple des sites de trading, d'échange, de vente, d'achat de cartes de crédit volé. Là, c'est un cas d'un de ces sites. Ce site-là, il est protégé, il faut connaître quelqu'un pour y accéder, il faut être dans la communauté criminelle pour y accéder. Une fois que vous accédez à ce site, vous pouvez acheter des données de carte de crédit. Numéro de carte, date d'expiration, code de sécurité. À partir de sites comme celui-ci, l'équipe de surveillance remonte jusqu'à des réseaux russes la plupart du temps, comme ce cas qui mobilise toutes leurs forces. Alors ce réseau-là, on a
identifié les machines qui sont utilisées, on a identifié des nicknames, et puis on cherche d'identifier la vraie identité des personnes qui sont derrière. Ça touche toutes les banques, ça touche qui? Alors ça touche beaucoup de pays, pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi. En Suisse aussi. Ça touche plusieurs instituts financiers. En Suisse. En Suisse. Cyberattaque ou vente de produits illicites, la face cachée d'Internet permet aux organisations criminelles de tisser leur toile en toute discrétion. Voilà. La question qu'on peut se poser quand on voit ça, est-ce que c'est vraiment très prudent de pouvoir se balader dans le dark web? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir faire volontairement? Donc vous avez compris qu'il peut y avoir deux aspects. Un aspect tout à fait justifiable et un aspect, je dirais, plutôt discutable. D'accord? Voilà le genre d'écran qu'on peut trouver quand la police a réussi à fermer un site. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont réussi à trouver ceux qui sont derrière le site. Ça veut dire qu'ils ont réussi au moins à arrêter l'activité d'un des sites qui pouvait justement effectuer une opération illégale. Après, ce qui se passe, mais bien évidemment, c'est qu'on enferme un, c'est comme une hydre, et on va en retrouver d'autres qui vont devoir ouvrir. Donc il y a un effort permanent des différentes forces de cybersécurité pour être capable de cibler, retrouver les personnes, et bien entendu de pouvoir identifier les activités. Je peux citer un autre cas, c'est le Wall Street Market, parce qu'il a fait justement il n'y a pas longtemps également parler de lui par la presse, où on avait une vente en ligne de drogue assez impressionnante avec une offre que vous pouviez justement détailler comme n'importe quel catalogue de sites marchands. Et là encore une fois justement, on va pouvoir être en mesure de voir comment ça s'est traité au niveau des intervenants légaux. Ils sont soupçonnés de gérer le deuxième plus gros marché Darknet du monde. 3 hommes âgés de 22 à 31 ans ont été arrêtés en Allemagne. Le Wall Street Market, la plateforme qu'ils administraient, proposait 63 000 offres de vente. Toutes sortes de drogues, des documents contrefaits, des données personnelles ou des virus informatiques. Et les clients n'étaient pas seulement allemands, selon la justice. Des vendeurs américains de stupéfiants très actifs, par exemple, ont été identifiés et arrêtés. Nous souhaitons également que les opérateurs soient tenus pénalement responsables s'ils n'empêchent pas la vente d'armes ou de services illégaux. Les acheteurs payaient avec les monnaies virtuelles Bitcoin et Monero. Les 3 responsables présumés de la plateforme auraient perçu entre 2 et 6% sur chaque vente. Pour la plaisanterie, on est en train de parler d'un chiffre qui tourne entre 20 à 27 millions de dollars par an. Donc vous laissez imaginer la petite commission que ces braves gens ont pris. Eh bien justement, c'est quand même un chiffre qui est assez effarant. Vous avez entendu l'âge aussi des personnes qui étaient derrière. Ils étaient relativement jeunes. Ils étaient juste avec des bons outils au bon moment et au bon endroit. Donc ça c'est aussi important à prévenir. Juste un petit truc, on a parlé du navigateur Tor. Donc le principe est le suivant. Comme je peux faire confiance à personne, je vais faire confiance à tout le monde. D'accord? Donc, le principe est assez simple, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de nous connecter et qui vont en fait dissimuler quelle est réellement notre identité derrière plusieurs autres personnes. Encore une fois, je fais confiance à personne, alors je fais confiance à tout le monde. C'est un peu le principe justement de ce système de saut. Comment ça fonctionne? Eh bien, on a à travers l'Internet ce qu'on appelle différents points, ce qu'on appelle des nœuds. Pas des têtes de nœuds, hein. Des nœuds. Alors, comme ils sont sur Internet, eh bien on a en fait 3 types. Des types d'entrée, intermédiaire et de sortie. Vous entrez là-dedans et vous dites déjà, je veux aller de ce côté-là. Ces 3 nœuds changent sans arrêt. Donc ça veut dire que votre circuit que vous allez faire ici dedans va changer. Parce qu'on a besoin de le faire depuis l'Internet. Le Darknet, c'est un réseau dans le réseau. C'est un réseau dans l'Internet. On ne peut pas utiliser Google pour aller trouver des informations sur le Darknet. On ne peut pas utiliser les programmes traditionnels qu'on va utiliser d'habitude pour aller chercher des informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser justement le navigateur Tor. Et, en plus de ça, les informations sont connues. Les adresses IP sont des adresses IP publiques. Mais on va passer derrière, à chaque fois, des adresses multiples. Et on va avoir justement le circuit qui va changer régulièrement. Ce qui fait que, pour être en mesure de tracer quelqu'un de ce côté-là, ça devient extrêmement difficile. Donc, du coup, on devient pratiquement, on va dire, anonyme. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, le fonctionnement oignon, c'est un petit peu plus compliqué.
Parce qu'on va essayer d'atteindre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas exactement où il se situe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme les agences de rencontres. Il y a déjà quelqu'un qui est passé par les agences de rencontres? Alors, je vois qu'il y en a beaucoup là, c'est super. En fait, c'est pas compliqué, c'est quoi? J'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas encore qui. Ce quelqu'un va passer par une agence, d'accord? Qui va dire, voilà, j'aimerais me présenter, je suis intéressé, moi aussi je suis intéressé. Donc on va voir ce qu'on appelle l'homme du milieu. On va dire que la personne qui veut rencontrer quelqu'un, c'est Alice, et Alice veut rencontrer Bob. Elle ne sait pas qui c'est Bob. Elle ne sait pas non plus où se trouve Bob. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va avoir le même principe avec ces fameux 3 sauts, sauf qu'au 3e, on va avoir ce qu'on appelle le point de rencontre. Dans mon contexte, je dirais c'est du speed dating. Donc c'est un peu ça, on va arriver sur le point de rencontre, Bob va faire le même chemin. À ce moment-là, lui, il connaît uniquement que le premier intermédiaire, du côté d'Alice, et du côté de Bob, même chose. Bob ne sait pas d'où vient Alice, et Alice ne sait pas d'où vient Bob. Mais c'est justement le point de rencontre qui va permettre de pouvoir faire que l'échange se maintienne. Alors pour faire ça, vous aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous tapez www.netflix ou www.google.com, une adresse Onion, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ça vous parle, hein? Là, vous savez que c'est Bob, il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu le concept. C'est de pouvoir être en mesure de dire, ça, c'est une adresse que vous allez taper et vous savez que vous allez parler à Bob. Mais vous ne voyez pas que c'est Bob ici. En fait, le principe de séquence en fait, d'une adresse Onion, c'est qu'on va en fait avoir 16 caractères au minimum. Et dans ces 16 caractères, on va trouver la partie qui va permettre d'identifier l'endroit où on souhaite aller. C'est assez important de, justement de le déterminer. C'est pas une adresse IP, c'est une adresse Onion. Et en règle générale, quand vous avez ceci, c'est que vous êtes en train de vous adresser à des services qui sont cachés dans le Darknet. Voilà le processus. Maintenant, pour être en mesure de pouvoir surfer correctement, vous avez entendu le navigateur Tor, mais est-ce que je vais le faire avec un ordinateur traditionnel? Est-ce que je vais le faire avec Windows? Qui c'est qui est allé sur le Dark Web avec du Windows? Est-ce que je vais le faire avec un Mac? Alors, ici je vais parler d'un OS qui s'appelle Tails, qui reprend donc The Amnesic Incognito Live System, qui a été fortement communiqué par Edward Snowden, pour justement être en mesure de s'anonymiser, et qui offre un avantage, c'est qu'il ne s'installe pas. Vous allez le mettre sur une clé USB, et vous allez le planter sur un ordinateur. Et avec ça, vous allez pouvoir surfer anonymement, mais sans laisser aucune trace de votre passage digital. Il existe d'autres systèmes beaucoup plus évolués, beaucoup plus sophistiqués pour faire... Je ne vais pas tous les citer ce soir, je vous ai pris cet exemple-là parce que c'est le plus simple à mettre en place. Il suffit d'installer, de démarrer votre ordinateur depuis une clé USB et vous démarrez sur un système totalement sécurisé. Alors, pour être en mesure de faire après quelque chose, c'est clair que je ne vais pas utiliser Google dans ces systèmes sécurisés. J'ai besoin de moteurs de recherche qui savent retrouver des informations dans le Dark Web. Alors bien évidemment, les informations qu'on va rechercher, est-ce qu'elles sont de confiance? On ne peut pas forcément le savoir. Vous avez entendu pendant toute l'après-midi, sûrement pendant un bout de la matinée aussi, que la grosse difficulté dans le Dark Web, ou à la limite dans tous les réseaux, c'est de savoir est-ce que l'on peut faire confiance à ceux sur lesquels on va s'appuyer. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites confiance à Google quand vous faites une recherche? Oui, parce qu'en fait vous allez être dirigé vers ce que vous pensez être, ce que vous voulez. Dans le Dark Web, c'est la même chose. Vous devez faire confiance, sachant que vous pouvez aussi tomber sur des pièges. Aujourd'hui, par rapport à l'effort qu'on doit mettre pour trouver des organismes criminels, eh bien, on est obligé d'utiliser un peu les mêmes méthodes. Donc on va utiliser des pièges aussi dans le Dark Web pour essayer de piéger, somme toute, également les criminels. Voilà, petit exemple pratique, je vais faire assez vite, de comment on utilise TOS. Alors je vais utiliser une machine virtuelle, je vais la démarrer. Donc je vais faire en fait, je vais simuler la situation que vous auriez si vous utilisiez justement TOS avec une clé USB, donc en démarrant. Donc j'ai fait une machine virtuelle pour ça. Ça démarre sur un ordinateur, tout ce qui est plus normal. Vous allez voir qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une situation qui va nous permettre justement de pouvoir configurer notre environnement.
en fait, vous devez reconfigurer à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. Puisqu'à chaque fois quand vous éteignez, toutes vos traces s'effacent. Il n'y a rien qui reste. Ça, je vais essayer aussi de ce côté-là. Vous m'entendez mieux comme ça? Ça va? Ok. Merci. Alors, bien évidemment, comme on démarre sur une clé USB, c'est un peu plus lent qu'avec un disque dur normal. Juste un petit peu. Voilà. Première des choses, on va vous demander dans quelle langue vous voulez parler. C'est un système qui est multilingue. Donc déjà, là, je vais commencer par utiliser la langue française. Voilà. Il va donc automatiquement paramétrer mon clavier pour que j'ai la disposition qui correspond. Et on va voir le système d'exploitation donc, qui va démarrer avec un bureau relativement sommaire, relativement simple. Voilà. Donc on retrouve une corbeille, on retrouve un bureau, et on a une indication, si vous regardez en haut à droite, pour préciser justement que le circuit Tor est prêt. TELOS ouvre dès le démarrage un circuit Tor pour justement automatiquement anonymiser votre machine. Donc ici on est en Suisse, hein, d'accord? Tous d'abord, c'est la Suisse ici, non? Il me semble. Bon alors, première chose, c'est que vous voyez, on a tout un circuit de machines qui vont venir se déclarer pour nous permettre d'avoir ces sauts pour anonymiser notre identité, et qui vont se charger au fur et à mesure du temps. Donc, pendant tout le temps que vous avez votre ordinateur allumé, vous changez d'identité. Ça tourne, c'est automatique. Donc, pour être en mesure de voir ce que vous avez, donc là, on a un environnement de bureau avec toutes sortes de logiciels, comme vous les aurez sur un ordinateur traditionnel, avec un navigateur, un système de messagerie, même un outil pour chatter, la suite bureautique, pour ceux qui connaissent, LibreOffice, qui est déjà préinstallé également dessus, des outils pour du graphisme, pour aller sur Internet aussi, vous voyez, donc typiquement, vous voyez, tout ce qui est habituel. On a même un gestionnaire pour stocker vos bitcoins. Donc vous pouvez parfaitement dire, ok, je vais mettre mes bitcoins dans un coin de ma clé USB, comme ça, si jamais j'ai pas envie qu'on vienne me prendre ma monnaie virtuelle, ben, je peux la stocker quelque part aussi. Tout ce qui sera multimédia, les outils de configuration et d'optimisation de votre environnement Thèse, enfin bref, tout ça vous permet de pouvoir avoir un environnement que vous pouvez aussi modifier comme vous le souhaitez. Alors, on va revenir ici sur la partie justement la navigation Tor. On peut aussi aller dans les environnements fichiers. Là, ce que j'ai fait, histoire d'illustrer un petit peu ce qu'on peut trouver justement sur le Dark Web, j'ai un fichier de configuration que j'ai créé suite à quelques recherches. Bien évidemment, je ne vous invite pas à faire la même chose. Ok ? C'est pas parce que je vous montre où vous pouvez aller qu'il faut nécessairement y aller. On s'est bien compris. Alors, je l'avais stocké chez moi, je vais vite me connecter sur mon environnement pour le récupérer. Voilà. Je ne vais pas donner le mot de passe, non? Bien essayé. Voilà, je crois que je l'avais planqué sur un Dropbox, c'est pas mal. Voilà, les sites oignons, je me fais une petite copie, puis je vais l'ouvrir dans mon dossier documents. Voilà. Ça vient gentiment. Super. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va aller donc sur Internet, donc on va ouvrir le navigateur Tor. Il faut que vous sachiez que vous pouvez aussi utiliser Tor pour naviguer tout à fait normalement comme vous le feriez avec Firefox, Chrome ou pour les plus audacieux, Internet Explorer. D'accord ? Avec un avantage, c'est que vous n'avez pas cette traçabilité que certains sites commerciaux vont faire, puisque ils ne vont pas être capables de vous tracer justement. Donc ça peut être aussi utilisé à un usage totalement normal. Voilà, donc là on est sur le site de Thèse. On va juste faire une petite vérification pour vérifier donc justement quelle est l'adresse IP que j'ai, et puis surtout grâce à l'adresse IP qu'on peut avoir, eh bien on va nous dire dans quel pays nous sommes. Donc aujourd'hui vous êtes en Suisse, d'accord? Vous êtes sûr? Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas en Suisse. Il faut faire un bon en dollars. Oui, non, mais bon, moi j'ai déjà été généreux avec eux, je parle d'eux. Je pense sur le fait que déjà rien que d'en parler, je suis gentil. Donc voilà, donc j'ai les liens ici, j'ai ici mes liens Onion qui sont là. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site pour voir quelle est mon adresse IP. J'aimerais savoir où je suis. Je suis en Suisse? Non.
Alors justement, je vais maintenant ouvrir ce lien qui est un lien internet que vous pouvez tous utiliser pour savoir où est-ce que vous vous trouvez au niveau de l'adresse IP. Et ça va surtout faire de la géolocalisation, c'est-à-dire que ça va dire vous êtes très précisément ici. Alors ici, pour ma machine, ça correspond à quoi? Je suis à Montréal. Pas bien, non? Donc vous voyez, donc vous êtes à Montréal. C'est peut-être pour ça qu'il fait frisquer aujourd'hui. Alors, première chose, c'est que là, sur la première adresse, justement, ça indique que je suis sur Montréal. Là, on peut également paramétrer pour rendre le navigateur encore plus anonyme. Donc, on peut encore améliorer le niveau de sécurité et bloquer certaines actions que l'on va avoir par rapport à des sites que l'on va visiter. Par exemple, des fenêtres qui vont surgir ou ce genre de choses. Comme vous pouvez le faire en règle générale avec n'importe lequel des systèmes de navigateur Internet. Sauf que là, bien évidemment, on va le faire pour l'ensemble des sites que l'on va quelque peu survoler ensemble. Donc ça marche aussi avec les sites commerciaux, comme vous l'aurez compris. Voilà. Je veux qu'on me le demande à chaque fois. Super. Je vais juste faire un petit rafraîchissement pour voir si je suis toujours... ah non, je suis plus... maintenant, je suis à où? Je suis au New Jersey. Vous avez vu? En quelques secondes, je viens de changer de pays. C'est formidable, hein? Donc imaginez si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment faire quelque chose d'illégal, pour pouvoir vous choper, il faut y aller. Parce qu'il faut aller vite. Il faut aller très vite. Donc là, justement, quelqu'un qui a besoin de pouvoir être invisible. Voilà, j'ai encore fait un rafraîchissement. Vous avez vu, on n'a plus une adresse traditionnelle, on a une adresse qui veut absolument rien dire pour le commun des mortels. Donc l'adresse IP traditionnelle V4 est passée sur une adresse IP V6. Quasiment inutilisable sur Internet pour la plupart des gens. Voilà, vous voyez, je peux ouvrir Google sans aucun problème. Voilà. Maintenant, on va essayer de pouvoir aller sur n'importe quel autre site, par exemple Bluewin. Mais regardez ce qui se passe. Bluewin, je l'ouvre. Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, il y a en allemand, mais il y a encore un autre point. Pour ceux qui sont peut-être habitués à aller sur le site, il n'y a quasiment pas d'image. La plupart des fenêtres surgissantes que l'on peut avoir ont été bloquées. D'accord? Donc ça, c'est aussi un point qui est assez important. Voilà, j'essaie encore de voir si... Là, je suis à Hong Kong. Ça a encore changé. Moi, je réessaye de temps en temps comme ça, plusieurs fois, pour être sûr de voir si ça donne quelque chose. Voilà. Alors, l'un des premiers éléments qu'on va essayer de chercher, l'un des référentiels, qui connaît Wikipédia? Oui, bon, je me doutais bien quand même. Hein. Mais le Wikipédia caché, qui le connaît? Voilà. Le premier truc qu'on cherche, c'est le Hidden Wiki, en termes anglais, qui va en fait vous permettre, dans le Dark Web, de pouvoir avoir des sites référencés selon vos besoins. Alors, petite chose, si vous regardez la structure des liens Internet qui sont là, ça ressemble à des liens normaux, vous êtes d'accord? HTTP, HTTPS, une adresse qui ressemble à quelque chose que vous arrivez à identifier. Ah, par contre, là, on en a une. Est-ce qu'elle fonctionne? On va essayer. Vous voyez, elle finit par .onion. Donc, ce n'est pas une adresse web traditionnelle. C'est une vraie adresse du Dark Web. Voilà, on voit que cette adresse n'est pas opérationnelle. Qu'à cela ne tienne, je vous rassure. Maintenant, je vais en mettre une vraie. Donc là, justement, ça fait partie des fichiers que j'ai là. J'en ai 3. Je n'en ai pas mis trop, je vous rassure. Vous voyez aussi que la navigation prend un peu plus de temps, parce qu'on doit justement à chaque fois faire tous ces sauts pour être en mesure de retrouver, somme toute, la personne qui est anonyme. Ça prend un peu plus de temps. Parlant de temps, je pense que bientôt ce sera difficile, à part avec un bouclier, un casque, de gérer la sécurité. Je vais raccourcir, on va pas aller très loin. Typiquement, je vais m'accélérer un peu la vidéo. Donc là, typiquement, on est sur un site qui va héberger justement des choses un peu illicites. Je vais avancer la vidéo jusqu'à quelque chose qui puisse un petit peu vous donner une idée à quoi ça ressemble. Il va vraiment falloir conclure. Je me dépêche. Voilà.
Donc voilà, là on a un vrai site. Donc ne faites pas la photo du lien s'il vous plaît. Merci. Okay. Donc là vous pouvez être en mesure justement d'acheter des armes. La plupart, on ne va pas demander d'où elles viennent. Et elles sont toujours livrées. Donc voilà, on a ce qu'on appelle un message crypté qui va vous dire comment vous allez réceptionner votre marchandise. Donc ils mettent toujours un message crypté pour vous dire voilà, on vous envoie le mot de passe après que vous ayez payé en Bitcoin. Et on vous explique comment ça va être livré. Donc oui, il y a quand même une prise de risque. Parce que vous achetez quelque chose, vous ne savez pas si vous allez recevoir la marchandise. Et je vous rappelle que c'est un acte illégal, exactement. Donc là, typiquement, un site comme le IdanWiki, avec justement plusieurs liens, pour être en mesure de pouvoir faire différents types d'achats de tout type, et surtout des achats illégaux. Voilà, comme Alexandre me l'a fait gentiment remarquer. Juste une dernière partie, une dernière précaution. Si vous souhaitez quand même aller faire un petit tour pour voir ce qu'on peut trouver, assurez-vous de pouvoir limiter le traçage avec certains outils qui vont justement vous permettre de le faire. Utilisez également des systèmes pour bloquer toutes les fenêtres surgissantes, par exemple avec un système comme TLOS et Tor. Et enfin, assurez-vous d'utiliser les bons moteurs de recherche et non pas les moteurs de recherche traditionnels pour ce genre d'activité. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Voilà, super. Et je vous remercie à tous pour votre attention et une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Notre dernier intervenant.